Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Vivre Sainement. Aujourd'hui on va parler de la chute en cours de l'Empire britannique et vous allez comprendre qu'ils sont vraiment au pied du mur pour plusieurs raisons avec cette guerre en Iran. Les retournements de veste ont déjà commencé et vont continuer à s'enchaîner à vitesse grand V. Aujourd'hui je vous ai traduit une vidéo de Suzanne Kokinda, une excellente analyste politique de Promethean Updates qui va nous expliquer toute leur chute en détail. Restez bien jusqu'à la fin car vous allez voir à quel point notre fou furieux qui nous sert de président est dangereux. Allez, c'est parti. Cette semaine, Donald Trump a déclaré haut et fort depuis le bureau ovale ce qu'aucun président américain n'avait dit depuis 80 ans. L'Espagne s'est montrée très peu coopérative, tout comme le Royaume-Uni. La deuxième déclaration est choquante, mais nous ne sommes plus à l'époque de Churchill. Je dirais que le Royaume-Uni s'est montré très peu coopératif à cet égard. Et il ruine les relations. C'est dommage. Mais le président ne s'est pas contenté de critiquer publiquement la Grande-Bretagne depuis le bureau ovale. Il a contourné l'opération chaotique de la Grande-Bretagne dans le détroit d'Ormuz. Lorsque Lloyd's of London a annoncé qu'il mettait fin à l'assurance pour le transport maritime dans le Golfe, une décision qui aurait pu plonger l'économie mondiale dans le chaos, le président Trump a ordonné à la Société américaine de financement du développement d'intervenir et de fournir cette couverture. Et il a demandé à la marine d'escorter les pétroliers à travers le détroit. Ce que vous voyez là, c'est un président américain qui n'a pas besoin de l'autorisation de la Grande-Bretagne pour frapper l'Iran et qui n'a pas besoin des marchés d'assurance britanniques pour assurer la circulation du pétrole dans le monde. 300 ans de contrôle de la couronne sur ce point stratégique ont été brisés en un seul jour. Vous avez suivi l'actualité cette semaine, vous avez entendu dire que les États-Unis s'enfoncent dans un nouveau bourbier au Moyen-Orient, que cela va entraîner une guerre perpétuelle, un chaos économique, et que le président ne sait pas ce qu'il fait. C'est le refrain répété par ceux-là même qui ont applaudi toutes les opérations de changement de régime soutenues par les Britanniques au cours des 30 dernières années. Bon, faut quand même préciser que les Américains ont clairement participé à tous ces changements de régime, mais qu'au final, c'était exactement les mêmes gens, les mêmes familles qui étaient derrière celles que Donald Trump est en train de chasser du pouvoir. Il est en train de vider le marais et d'exposer tous ces criminels en puissance. Et écoutez... Voici donc ce que nous allons aborder aujourd'hui. Tout d'abord, la rupture très publique de Donald Trump avec la Grande-Bretagne qui ne concerne pas seulement la question de l'Iran. Deuxièmement, pourquoi la décision de Donald Trump contre Lloyd's of London est l'une des frappes économiques les plus importantes de tout ce conflit. Et troisièmement, comment les attaques de l'Iran contre ses propres voisins du Golfe ont permis à Donald Trump de former une coalition de nations souveraines que l'ancien système impérial était censé empêcher. Revenons donc au bureau ovale. Le déclencheur a été l'Iran. La Grande-Bretagne a empêché les États-Unis d'utiliser Diego Garcia et les bases de l'armée de l'air britannique pour les premières frappes de l'opération Epic Fury. Trump a dû modifier le trajet des missions, ajoutant plusieurs heures de vol. Alors lorsqu'il s'est assis avec le chancelier allemand Merz mardi, il n'a pas mâché ses mots. Je ne suis pas satisfait du Royaume-Uni non plus. Il nous a fallu 3 ou 4 jours pour trouver où nous pouvions atterrir là-bas. Il aurait été beaucoup plus pratique d'atterrir là-bas plutôt que de voler plusieurs heures supplémentaires. Nous sommes donc très surpris. Malgré le fait que la Grande-Bretagne ait cédé le 1er mars et autorisé les États-Unis à utiliser ces bases à des fins défensives de manière limitée, le Premier ministre Keir Starmer a insisté sur l'opposition de la Grande-Bretagne aux actions de Trump en Iran, s'adressant au Parlement. Nous nous souvenons tous des erreurs commises en Irak et nous en avons tiré les leçons. Toute action du Royaume-Uni doit toujours reposer sur une base légale et un plan mûrement réfléchi et viable. Je le répète, nous n'avons pas participé aux premières frappes contre l'Iran et nous ne nous joindrons pas à l'offensive actuelle. Il a déclaré que nous nous souvenons tous des erreurs commises en Irak. C'est assez ironique venant du pays de Tony Blair. Et oui, je rappelle que Tony Blair porte une très lourde responsabilité dans la guerre en Irak. Il voulait autant que George Bush. Cette guerre était totalement infondée et reposait sur des raisons aussi frauduleuses que mensongères et a coûté la vie à plus de 650 000 personnes. Et attention, écoutons Darius Rochebin, pris d'un énorme coup de folie où il se met à poser de vraies questions de journalistes à la télé. Le fou furieux, regardez. Je regrette que George Bush Jr. et Tony Blair n'aient pas été mis en prison pour trahison de la démocratie. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? C'est intéressant. Pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi on n'essaye même pas?
Pourquoi on n'essaye même pas? C'est intéressant. Je pense parce que déjà, ils sont has-been d'une certaine façon. Non, c'est pas une bonne explication, ça, Pierre. Non, mais je sais pas, je suis pas mais américain. Pourquoi les dirigeants européens, britanniques. pourquoi les dirigeants européens disent, avec raison, il faut poursuivre Poutine, mais ils n'osent pas poursuivre Bush ou Blair? C'est intéressant. Alors, c'est pas tout à fait la même chose, parce que la guerre de Poutine est une guerre d'annexion, mais pourquoi? De destruction et d'annexion. Ça, c'est sûr. Pardon, mais vous ne pouvez pas quand même comparer. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Pierre Servan. Il le dit en des mots beaucoup moins diplomatiques que moi. Ah, je voulais juste faire une petite pause pour vous montrer à quel point Thierry Breton est totalement imbu de sa personne. Ce gars bourré d'orgueil nous dit il dit des mots beaucoup moins diplomatiques que moi. Genre moi, du haut de mon cheval, sur la colline de la montagne, je suis le Mozart de la diplomatie. Alors écoutons-le avec beaucoup d'attention. Regardez. Crime d'invasion de l'Irak, qu'est-ce qu'on fait? On ne poursuit pas? Attendez, on n'est pas encore une fois... je rappelle quand même, parce qu'il faut le dire, et du reste, Vladimir Poutine, aujourd'hui, il est poursuivi. Oui, non, mais laissons Poutine. Il est poursuivi. Vous avez raison. Mandat contre Poutine, c'est très bien. Mais pourquoi il n'y a pas de mandat contre Bush? C'est intéressant. Il n'y a pas eu, il n'y a pas eu de mandat. Pourquoi les Européens n'essayent même pas? Encore une fois, je crois que tout ça maintenant, c'est du passé. Mais la question, c'est, enfin vraiment, sincèrement, Dieu sait que je suis à 100% d'accord sur ce qui vient d'être dit sur Tony Blair. Enfin non, on ne peut pas accepter sur ce plateau une comparaison entre l'un et... Voilà, alors on est clairement gâtés en France avec le Mozart de la finance et le Mozart de la diplomatie qui dit que les crimes de guerre en Irak de Tony Blair et de George Bush, c'est du passé, on va quand même pas les juger maintenant. Bah oui, il y a eu que 650 000 morts, tout le monde fait des petites boulettes. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Allez, on continue sur Keir Starmer. Mais le Premier ministre a ensuite consciencieusement rapporté le sujet de discussion qui provenait du groupe de réflexion de l'Empire Chatham House. Quelques jours auparavant, il a déclaré que ce gouvernement ne croyait pas au changement de régime depuis les airs. Ce que Starmer a répété, c'est le discours mondialiste selon lequel Donald Trump utilise leur stratégie de changement de régime et que cela ne fonctionnera pas. Eh bien, leur problème est que ce n'est pas ce qu'il fait. Et oui, ce n'est absolument pas ce que Donald Trump est en train de faire. Il est en train de redonner le pouvoir au peuple d'Iran et nous allons en reparler un peu plus tard dans cette vidéo. Et maintenant, on va voir comment deux autres sujets sont très liés à l'Empire britannique. Ainsi, alors que la divergence stratégique entre les États-Unis et les Britanniques est désormais publique, la rupture de Trump avec les Britanniques ne s'arrête pas là. Mais ce que font les Britanniques en matière d'énergie et d'immigration est horrible. Vous avez la mer du Nord. Quelqu'un a dit hier, que feriez-vous si vous étiez au Royaume-Uni? Ouvrez la mer du Nord. Ils ont des éoliennes partout qui détruisent le pays, détruisent les paysages, détruisent les beaux champs. Ouvrez la mer du Nord. Et deuxièmement, l'immigration illégale. Ils doivent résoudre ce problème. Les éoliennes, l'immigration, ce ne sont pas des plaintes militaires, c'est une condamnation systémique du modèle britannique. La désindustrialisation au profit des énergies vertes est le projet favori de la famille royale britannique. Le roi Charles en a fait sa mission personnelle, notamment par l'intermédiaire de Lloyds, comme nous le verrons plus tard. Et l'immigration massive sans restriction est une attaque frontale contre la cohésion de la société elle-même et Donald Trump a rejeté les deux. Maintenant, regardez qui est assis à côté de Donald Trump lors de cette conférence de presse, le chancelier allemand Friedrich Merz, qui a soutenu la position américaine sur l'Iran et qui a récemment déclaré que la fermeture des centrales nucléaires allemandes était une erreur catastrophique. Merz signale que l'Allemagne souhaite sortir du déclin énergétique contrôlé que le système impérial britannique a imposé à l'Europe. Ainsi, pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, un président américain considère l'Allemagne comme un partenaire plus fiable que la Grande-Bretagne, non pas par sentiment, mais parce que la Grande-Bretagne reste attachée au système impérial que Trump est en train de démanteler, tandis que l'Allemagne, sous la direction de Merz, signale qu'elle souhaite s'en affranchir. L'Espagne fait désormais l'objet d'une fausse note. Trump a demandé au secrétaire au Trésor, Bessent, de suspendre tout commerce avec Madrid pour avoir refusé l'accès à ses bases et éludé ses engagements envers l'OTAN. Donald Trump ne plaisante pas. Ainsi, le conflit américano-britannique que nous dénonçons depuis des décennies se joue désormais au grand jour du bureau ovale au détroit d'Ormuz. Et oui, donc le chancelier allemand Friedrich Merz est déjà en train de retourner sa veste. Keir Starmer a déjà commencé à revenir sur son refus d'utiliser ses bases militaires en les autorisant aux États-Unis pour des actions défensives. Et on verra après comment le plus belliqueux après Macron, le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, est revenu également sur ses positions. Mais en attendant, on va passer au sujet le plus intéressant que tout le monde attend.
Le jour même où Trump a battu le couperet sur la Grande-Bretagne, il a directement pris pour cible l'un des plus anciens instruments financiers de la puissance impériale britannique. Le lundi 2 mars, les principaux assureurs maritimes, dont Lloyd's of London, ont annoncé qu'ils annulaient leur couverture des risques de guerre pour le détroit d'Ormuz et les eaux adjacentes. Un tiers du pétrole mondial transite par ce détroit. Sans assurance, aucun pétrolier ne peut circuler. Sans pétrolier, l'économie mondiale commence à vaciller. Le détroit d'Ormuz n'est pas seulement une voie maritime, c'est la jugulaire de l'économie énergétique mondiale. Et Lloyd's of London en est le gardien depuis 3 siècles, décidant qui est couvert et qui est exclu. Mais ne me croyez pas sur parole, croyez-les, eux. Lorsque le roi George V posa la première pierre du Lloyd's Building en 1925, il le qualifia d'incarnation des plus hautes qualités du commerce britannique. Il a déclaré que les services du Lloyd's étaient destinés à tous les peuples maritimes qui vivent en paix et en amitié avec l'Empire britannique. En paix et en amitié avec l'Empire britannique. Avez-vous compris cela? En d'autres termes, vous êtes couvert si la couronne vous approuve et soudain, Lloyd's retire son assurance d'une zone de guerre. Cela ne ressemble pas à la gestion des risques, cela ressemble plutôt à une arme. Et Lloyd's continue d'afficher ses liens avec la famille royale, consacrant une section entière de son site web aux moments royaux. De plus, Lloyd's a été le promoteur de l'agenda vert. En 2021, le prince Charles s'est rendu chez Lloyd's pour lancer son groupe de travail sur l'assurance dans le cadre de l'initiative pour des marchés durables. Son moyen d'utiliser le marché mondial de l'assurance pour imposer l'agenda climatique à tous les pays de la planète, le même agenda vert que Trump a systématiquement démantelé. Ainsi, lorsque Lloyd's retire la gestion des risques de guerre dans le détroit d'Ormuz, il ne s'agit pas d'une décision actuarielle neutre. Il s'agit d'un instrument financier de la couronne qui décide qui peut transporter de l'énergie à travers le point d'étranglement le plus critique au monde. Donald Trump a rompu ce contrôle hier lorsque le président a annoncé que la Société américaine de financement du développement fournirait une assurance contre les risques politiques à des prix très raisonnables pour tous les navires transitant par le Golfe et que la marine escorterait les pétroliers si nécessaire. Il a conclu en déclarant que les États-Unis garantiraient la libre circulation de l'énergie dans le monde. C'est énorme. L'Empire ne contrôle plus ce point stratégique vital. Et oui, il faut croire qu'avec cette guerre, en fermant le détroit d'Ormuz, ils avaient prévu un énorme choc économique, un reset économique, parce qu'une fermeture ou un blocage durable du détroit d'Ormuz aurait fait flamber massivement tous les prix de l'énergie et aurait clairement détruit toute la croissance mondiale avec des faillites partout dans le monde en cascade. Mais Donald Trump, en poussant les assurances américaines à faire le job que les assurances britanniques ne voulaient plus faire et en protégeant les pétroliers avec l'armée américaine, a empêché tout ce désastre programmé d'arriver. Et écoutez, voilà maintenant la dernière pièce du puzzle, celle qui relie toute la semaine. Alors que Trump dénonçait ouvertement les Britanniques et remplaçait le marché de l'assurance du roi, l'Iran accomplissait quelque chose qu'aucun diplomate américain n'avait réussi à faire en 50 ans d'efforts. Il a poussé l'ensemble du Conseil de coopération du Golfe à tenir une session d'urgence qui a abouti à une déclaration commune condamnant l'Iran. L'Iran a attaqué les nations qui avaient servi de médiateurs entre lui et les États-Unis. Les pays du Golfe, à savoir le Koweït, Oman, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et Bahreïn, avaient choisi la retenue et la diplomatie plutôt que l'escalade. Jusqu'au moment où les missiles iraniens ont commencé à frapper leurs hôtels, leurs aéroports et leurs quartiers résidentiels. Le président Trump en a pris note. Le président m'a dit, je cite, que nous étions surpris, nous avons dit à ces pays que nous nous en occupions et maintenant ils veulent se battre et ils se battent avec acharnement. Ils devaient être très peu impliqués et maintenant ils insistent pour être impliqués. Les Iraniens, a déclaré le président, ont tiré sur un hôtel. Ils ont tiré sur un immeuble d'habitation. Cela les a simplement mis en colère, je veux dire les pays arabes. Ils nous aiment, mais ils observaient. Ils n'avaient aucune raison de s'impliquer. Donc les pays arabes du Moyen-Orient se joignent aux États-Unis contre l'Iran, ce qui est confirmé par Tom Cotton. Écoutez. L'Iran a pris pour cible ces pays arabes. Ils n'ont pas plaidé pour la paix, ils n'ont pas demandé à Donald Trump d'arrêter. Ils ont demandé à Donald Trump des informations sur les cibles afin de pouvoir se joindre aux frappes en Iran. Voilà à quoi ressemble une véritable coalition. Donc la coalition est là et les Kurdes irakiens ont déjà commencé à attaquer l'Iran au sol. Regardez.
C'est énorme. Un responsable américain a déclaré à Fox que des milliers de Kurdes irakiens ont lancé une offensive terrestre en Iran. Décimés, détruits, vaincus. Tous ces mots ont été utilisés aujourd'hui par le Pentagone pour décrire les différentes forces militaires iraniennes au 5e jour de l'opération Epic Fury. Alors bon, je pense que la raison principale, c'est que l'Iran a bien revendiqué des frappes de missiles le 5 mars 2026 contre des bases kurdes au Kurdistan irakien. Donc voilà, c'est compréhensible de leur part. Ce que je trouve totalement incompréhensible, c'est pourquoi l'Iran a frappé différents pays arabes en représailles, se créant ainsi plein de nouveaux ennemis sur différents fronts en même temps. J'avoue que c'est absolument incompréhensible. Et écoutez, même des institutions mondialistes comme l'Atlantic Council ont reconnu le changement radical en cours avec un titre du 2 mars qui disait « Le fossé qui émerge de la guerre en Iran sera très différent ». Ce n'est pas une coïncidence. Il s'agit d'un réalignement conforme à ce que le président Trump est en train de construire avec les accords d'Abraham et le Conseil de paix. L'Empire a passé des décennies à maintenir la région divisée et dépendante de son cadre politique et économique. Les accords et le Conseil de paix mettaient fin à ce jeu, et maintenant les missiles iraniens ont accéléré la phase suivante, conduisant les mêmes nations souveraines du Golfe qui ont signé ou étaient sur le point de signer les accords d'Abraham à un alignement militaire de facto avec les États-Unis par simple nécessité de se défendre elles-mêmes. Résumons tout cela. Assis dans le bureau ovale, le président Trump a publiquement dénoncé les politiques stratégiques et économiques de la Grande-Bretagne. Il a ordonné aux États-Unis de remplacer la compagnie d'assurance King's Insurance Company dans le détroit d'Ormuz. Et les missiles iraniens ont poussé tout le Golfe dans les bras de Trump, créant ainsi la coalition de nations souveraines que l'ancien système impérial était censé empêcher. L'ancien ordre ne disparaîtra pas sans faire de bruit, le risque est réel et le président Trump le prend au nom d'un avenir libre de toute manipulation impériale. Alors, il est clair que la chute est très proche pour l'Empire britannique et tout l'État profond en entier, mais comme Suzanne Kokinda le rappelle, l'ancien ordre ne disparaîtra pas sans faire de bruit. Et le risque est vraiment réel, comme nous allons le voir un peu plus tard, avec l'escroc qui nous sert de président. Et regardez, même l'ancien Shah d'Iran veut dégager les islamistes de son pays. À tous nos amis à travers le monde, sous le joug de la République islamique, l'Iran est identifié dans votre esprit au terrorisme, à l'extrémisme et à la pauvreté. Le véritable Iran est un Iran différent, un Iran magnifique, épris de paix et prospère. C'est l'Iran qui existait avant la République islamique et c'est l'Iran qui renaîtra de ses cendres le jour où la République islamique tombera. Permettez-moi donc d'être clair sur la manière dont un Iran libre agira envers ses voisins et le monde après la chute de ce régime. En matière de sécurité et de politique étrangère, le programme nucléaire militaire iranien prendra fin. Le soutien aux groupes terroristes cessera immédiatement. Un Iran libre travaillera avec ses partenaires régionaux et mondiaux pour lutter contre le terrorisme, le crime organisé, le trafic de drogue et l'islamisme extrémiste. L'Iran agira en tant qu'ami et force stabilisatrice dans la région et sera un partenaire responsable en matière de sécurité mondiale. Sur le plan diplomatique, les relations avec les États-Unis seront normalisées et notre amitié avec l'Amérique et son peuple sera rétablie. L'État d'Israël sera immédiatement reconnu. Nous poursuivrons l'extension des accords d'Abraham aux accords de Cyrus, réunissant un Iran libre, Israël et le monde arabe. Un nouveau chapitre s'ouvrira fondé sur la reconnaissance mutuelle, la souveraineté et l'intérêt national. Dans le domaine de l'énergie, l'Iran possède certaines des plus grandes réserves de pétrole et de gaz au monde. Un Iran libre deviendra un fournisseur d'énergie fiable pour le monde libre. L'élaboration des politiques sera transparente. Les actions de l'Iran seront responsables. Les prix seront prévisibles. En matière de transparence et de gouvernance, l'Iran adoptera et appliquera les normes internationales.
Le blanchiment d'argent sera combattu. La corruption organisée sera démantelée. Les institutions publiques rendront des comptes au peuple. Sur le plan économique, l'Iran est l'un des derniers grands marchés inexploités au monde. Notre population est éduquée, moderne, avec une diaspora qui la relie aux quatre coins du monde. Un Iran démocratique ouvrira son économie au commerce, à l'investissement et à l'innovation, et l'Iran cherchera à investir dans le monde. Les opportunités remplaceront l'isolement. Ce n'est pas une vision abstraite, c'est une vision pratique fondée sur l'intérêt national, la stabilité et la coopération. Pour y parvenir, le moment est venu de se tenir aux côtés du peuple iranien. La chute de la République islamique et la mise en place d'un gouvernement démocratique laïque en Iran permettront non seulement de restaurer la dignité de mon peuple, mais aussi d'apporter des bénéfices à la région et au monde entier. Un Iran libre sera une force pour la paix, la prospérité et le partenariat. Alors je rappelle que sa famille a été installée par la CIA et le MI6 en 1954 et qu'il avait quand même réussi à négocier une redevance de 50% sur le pétrole iranien à la place des 16% qu'ils avaient précédemment accordés à l'ancien Shah d'Iran. Et maintenant on passe au poudré, au super poudré. Tout le monde sait de qui je parle, bien évidemment. Je parle de Macron qui a soutenu Pedro Sanchez et l'Iran contre les États-Unis. Je rappelle que l'Iran a massacré plusieurs fois son peuple en tirant dans la foule, tuant des dizaines de milliers de personnes qui osaient manifester contre le gouvernement. Et que Macron, bien sûr, l'arracheur de main des Gilets jaunes, eh bien, soutient ces meurtriers en puissance. Donc on comprend de quel camp il fait partie. Et écoutez la menace à peine voilée de l'escroc présidentiel. Notre pays détient cette arme hors du commun, qu'est l'arme nucléaire, et il en fait le socle de sa sécurité. La chaîne de commandement est d'une clarté totale et la décision ultime revient au seul président de la République. Je le redis aujourd'hui avec force. En ma qualité de président de la République, je n'hésiterai jamais à prendre les décisions qui seraient indispensables à la protection de nos intérêts vitaux. Si nous devions utiliser notre arsenal, aucun État, si puissant soit-il, ne pourrait s'y soustraire. Aucun, si vaste soit-il, ne s'en remettrait. Un seul de nos sous-marins, tel que celui derrière moi, emporte avec lui une puissance de frappe qui équivaut à la somme de toutes les bombes tombées en Europe pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est près de 1000 fois la puissance des premières bombes nucléaires. Ouais, donc il menace clairement tous ceux qui oseraient le menacer en nous prenant en otage, nous le peuple français. Et le risque est bien là, s'ils se savent réellement perdus, foutus pour foutus, ils risquent de ne pas partir tout seuls. Seul le temps nous le dira. Mais j'avoue qu'un retournement de veste est encore possible, comme celui tout frais de Pedro Sanchez. Écoutez. En ce qui concerne l'Espagne, je pense qu'ils ont entendu haut et fort le message du président hier. Et d'après ce que j'ai compris au cours des dernières heures, ils ont accepté de coopérer avec l'armée américaine. Je sais donc que l'armée américaine coordonne ses efforts avec ses homologues espagnols. Mais le président attend bien sûr de tous nos alliés européens qu'ils coopèrent à cette mission attendue depuis longtemps, non seulement pour les États-Unis, mais aussi pour l'Europe, afin d'écraser le régime iranien voyou qui, je le répète, menace non seulement l'Amérique, mais aussi nos alliés européens. Alors lui, le Pedro Sanchez, je ferai peut-être une vidéo sur lui, car en ce moment, plein de politiciens font d'énormes révélations sur lui et tous ses liens avec l'Iran qui le finançait personnellement. Je vous dis, c'est la période du grand réveil et les révélations vont bon train. Et tous ceux qui me disent que je ne parle pas d'Israël, alors écoutez Donald Trump. Vous savez quoi, nous avons en gros deux pays qui se battent depuis si longtemps et si violemment qu'ils ne savent plus ce qu'ils font. Vous comprenez ça ?
Voilà, je pense que la réponse est suffisamment claire. Trump veut ramener la paix au Moyen-Orient avec les accords d'Abraham. Et on a 2 pays à l'heure actuelle qui détruisent toute cette paix. Pour l'instant, il est en train de s'occuper de l'Iran. Le tour d'Israël viendra juste après. C'est écrit dans les drops de quelqu'un que je ne peux pas citer ici sur YouTube. Nous gardons Israël pour la fin. Leur tour viendra donc pour que la paix au Moyen-Orient refleurisse très bientôt. Voilà, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. Je vous aime très très fort les amis. Ensemble, on va tous y arriver. Si vous avez tous aimé cette vidéo, partagez-la sur tous vos réseaux sociaux. Cliquez sur j'aime, la cloche et s'abonner qui sont juste en dessous. Et je vous remercie de votre aide avec ma cagnotte Tipeee pour que je puisse consacrer encore plus de temps à mes vidéos. Merci vraiment à vous tous et à très bientôt pour une prochaine capsule sur Vivre Sainement.